Le 15 minutes, une émission présentée par Amélie Gauche. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous continuons le cycle consacré aux entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Au fur et à mesure de l'année, nous invitons des personnalités françaises, mais également cambodgiennes, pour vous expliquer comment le français leur a été utile dans leur parcours professionnel. Et dans ce podcast, nous avons le plaisir de recevoir David Chou. David, bonjour. Bonjour. Né en 1983, vous êtes réalisateur et producteur franco-cambodgien. Vous partagez votre temps entre Paris et Phnom Penh, et vous êtes d'ailleurs très impliqué dans ces villes. C'est à Phnom Penh, dans 4 écoles de la capitale, que vous mettez en place, à partir de 2009, un atelier de cinéma et que vous fondez, en 2015, un collectif de jeunes cinéastes cambodgiens intitulé Anti-Archives. Vos documentaires et longs métrages remportent du succès à l'international. À titre d'exemple, Le Sommeil d'or, un documentaire sur la naissance du cinéma cambodgien dans les années 60, a été sélectionné au Forum de la Berlinale. Et pour citer un autre exemple, Cambodia 2099, votre court-métrage de fiction, a remporté notamment le Grand Prix de Kurtas Villa do Conde et plus récemment votre dernier long-métrage Retour à Séoul, que nous avons projeté à l'Institut français du Cambodge, a été présenté dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes 2022. Retournons un peu à vos origines. D'où vous est venue cette passion pour le cinéma ? Alors, je dirais que c'était progressif. Peut-être qu'au début, c'était peut-être mon oncle. Alors, moi, mes parents et ma famille sont nés au Cambodge. Ils sont arrivés en France entre 73 et 79-80. Certains ont vécu la période Khmer Rouge. C'est le cas de mon oncle. Et je me rappelle que dès que j'avais l'âge de 8-9 ans, il m'emmenait au cinéma voir des films souvent d'action américains, dans les cinémas en France. Et donc j'ai commencé à développer cet intérêt qui n'était pas encore une passion, mais en tout cas pour des films, disons, d'action. Et en fait, je date plutôt en 1995, je pense, quand j'avais 12 ans, je suis allé voir un film qui était un film de gangster, mais un film beaucoup plus mature, qui s'appelle Hit de Michael Mann, avec des acteurs américains très connus qui s'appellent Robert De Niro et Al Pacino. Mais moi, j'avais 12 ans, je ne les connaissais pas, et ça a été un choc pour moi. C'était un long film en plus, il durait, je pense, 2h30 ou 2h50, donc c'était très inhabituel pour moi de voir un film aussi long. Et je me suis senti transformé quand, après la séance du film, j'ai senti quelque chose et j'ai suivi cette espèce d'intuition et je suis allé à la bibliothèque de ma ville. J'ai grandi à Lyon, une grande ville en France, et j'ai commencé à regarder plein de films là-bas tout seul. Et comme ça, ma passion pour le cinéma est née et a grandi. Donc vous avez créé donc un collectif, ou peut-être qu'on peut parler également de sociétés anti-archives. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les raisons qui vous ont poussé à créer cette entité et quels étaient véritablement vos objectifs ? Moi, mon histoire avec le Cambodge, elle commence en 2009. J'avais 25 ans à l'époque. Je suis venu au Cambodge pour la première fois. J'ai mené, comme vous avez dit, ce qu'on pourrait appeler un atelier cinéma où je donnais des cours à des jeunes dans plusieurs écoles. Et j'ai appris à connaître le pays, à l'aimer. Et j'y ai fait un premier film là-bas, qui est un documentaire sur le cinéma cambodgien avant les Khmer Rouges, c'est-à-dire dans les années 60 à 75. Et puis après, je suis rentré en France et j'avais envie de revenir. Mais dans ma tête, c'était revenir pour faire un autre film. Et donc, je me suis mis en tête de revenir. Et c'était en 2014 que je suis revenu pour faire un film qui est devenu un film qui s'appelle Diamond Island, qui est une fiction, ça veut dire une histoire fictionnelle inventée par moi, mais très basée sur la réalité, sur des ouvriers, des jeunes ouvriers cambodgiens, partis de la province, venir à Phnom Penh pour travailler sur les chantiers de Diamond Island. Et ce faisant, j'avais besoin d'une structure, ça veut dire une société de production, pour faire ce film, même si je travaillais avec une productrice en France, mais il fallait une structure au Cambodge. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer cette société avec 2 amis associés de cette société qui étaient un réalisateur cambodgien qui s'appelle Kavich Ning et un réalisateur américain-taïwanais qui s'appelle Steve Chen. Et c'est comme ça qu'on a créé Anti-Archives. Donc au départ, c'est une société. Et puis, de fil en aiguille, cette société est devenue, ça reste une société, mais son esprit est un peu l'esprit d'un collectif, ça veut dire d'amis qui travaillent ensemble, qui s'entraident, qui font des projets les uns les autres, qui chacun vont changer de poste et de position en fonction des projets des uns et des autres. Et avec ce collectif Société Anti-Archives, il y a eu de plus en plus de gens qui se sont greffés sur cette société, sur ce groupe, pour faire des projets. Et on a produit avec ce groupe pas mal de courts-métrages réalisés par, pas juste moi ou Kavich ou Steve, mais aussi des jeunes réalisatrices qui s'appellent Srelin Mir
ou Danek San ou Kanita Tit. Et donc de fil en aiguille, voilà, on a commencé à faire de plus en plus de projets, toujours avec cet esprit un peu d'entraide presque amicale. Et quasiment 10 ans après la création de cette société, est-ce que vos objectifs sont toujours les mêmes? Oui, pour moi, ouais, ça reste un peu toujours la même chose, de façon de plus en plus professionnalisée, avec des ambitions peut-être de plus en plus grandes, de pouvoir des films pour qu'ensuite ils soient vus par un public, qu'ils soient montrés en salle, etc. Mais dans l'esprit, pour moi, et ça reste très important, même si ça n'a pas été forcément décidé au départ, je veux dire planifié comme une espèce de vision concrète, mais ça se fait un peu au fil de l'eau, que l'esprit reste le même, ça veut dire un esprit d'aventure, un esprit assez jeune, où finalement faire un film, c'est aussi s'amuser à essayer de faire quelque chose et de le mener à bien et de poursuivre ses rêves, quoi. Donc avec cette société, qui est maintenant donc un peu plus un collectif, est-ce que vous repérez un peu des talents qui souhaitent un peu se lancer dans le domaine? Est-ce que vous travaillez un peu avec la population, la jeunesse cambodgienne? Ah bah complètement, hein, parce que la plupart des films qu'on produit, ce sont des réalisateurs et des réalisatrices nés au Cambodge, qui ont pour l'instant moins de 35 ans, donc chaque année les gens vieillissent d'une année, mais pour l'instant ça reste des gens entre 22 ans pour le plus jeune, de qui on produit l'un des films, qui s'appelle Tara, qui est une jeune recrue, qui sort juste de son université, à 35 ans pour l'âge de Kavich Ning, dont on avait déjà produit 3 courts-métrages, un long-métrage documentaire et un long-métrage de fiction. Et son dernier film s'appelle White Building, on l'avait montré au Festival de Venise, il est sorti en salle au Cambodge il y a 2 ans, je crois. Et c'était un film inspiré de sa vie à lui, qui a grandi dans le White Building. Donc pour les gens qui connaissent, ce building qui était très connu, créé dans les années 60, à côté de Bill Bright University, et qui a été détruit malheureusement en 2017 pour construire maintenant un nouveau casino. Au contraire, Anti-Archive, même si on produit aussi d'autres réalisateurs parfois étrangers qui ont des projets au Cambodge, le cœur du sens du projet, c'est vraiment de produire des Cambodgiens qui racontent quelque chose qui a à voir avec leur vie, et souvent pas forcément autobiographique, mais quelque chose qui a à voir avec leur réalité contemporaine du Cambodge d'aujourd'hui. Et est-ce que le public cambodgien est réactif à ce type de film? Ça dépend. Alors ça dépend ce qu'on appelle réactif, parce que ça reste des films qui sont souvent très différents des films habituels qu'on a l'habitude de voir produits par le Cambodge, parce que si on va dans les cinémas cambodgiens, et moi j'aime bien y aller, les films qu'on voit et qui marchent sont souvent un peu les mêmes films. Ce sera soit des comédies assez basiques, avec un humour très populaire, mais souvent qui fonctionne sur les mêmes réflexes et les mêmes blagues, ou alors des films d'horreur, mais souvent aussi, même si ça paraît un jugement de ma part assez basique, ça veut dire très souvent sur les mêmes canevas, sur les mêmes idées, sur les mêmes concepts, et avec pas beaucoup d'originalité, si je peux me permettre. Et ce qu'on fait, c'est vrai que c'est ni des grosses comédies, ni des films des films d'horreur, pardon. Peut-être qu'un jour on en fera, mais c'est plutôt des films plus réalistes, des films qui ont plus à voir avec la réalité cambodgienne. Et ça, pour le coup, les gens ont moins l'habitude de ça. Donc c'est tout un travail aussi d'éducation à l'image, d'amener ça aux gens, de les intéresser à d'autres formes de cinéma, donc ça prend du temps. Mais White Building, par exemple, on a fait l'effort de le sortir en salle, alors il n'a pas beaucoup marché, il y a 4000 personnes qui ont payé un ticket pour le voir. Pour moi, je me dis 4000 personnes, c'est pas rien, il y a quand même des gens qui sont venus voir ce film, donc voilà, on fait des petits pas de souris, mais pour moi c'est des pas importants, parce qu'on part de loin en fait. Et revenons justement un peu sur votre processus créatif. Oui. Quelles sont vos inspirations quand vous vous lancez justement dans un long métrage? Est-ce que vous partez également sur des faits inspirés de faits réels? Ça dépend des projets et ça dépend des personnes, parce que je suis réalisateur, mais je suis aussi producteur donc des réalisateurs cambodgiens que je produis. Si je regarde un peu, je regarde dans le rétroviseur et je vois les films qu'on a faits. Ça dépend. Moi, pour Diamond Island, par exemple, c'était pas inspiré de ma vie à moi, mais inspiré de la réalité qui m'environnait en 2009-2010, les premières années où j'ai vécu ici, où du coup, en vivant à Phnom Penh, on voit pratiquement tous les jours ces camps d'ouvriers dans la rue, ces jeunes ouvriers qui se baladent, etc. Et j'étais un peu intrigué, parce que ça semblait une réalité très différente de la mienne, donc j'ai fait des enquêtes, j'ai passé du temps avec eux et des gens de mon équipe, d'aller voir un peu quelles étaient leurs vies, et donc j'ai construit une fiction autour de ça qui n'est pas ma réalité à moi, mais inspirée de faits réels de la vie des personnes que j'ai pu rencontrer. Mais quand je vois par exemple Danek San, qui a fait son deuxième court-métrage qui s'appelle Sunrise in My Mind, et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans un salon de coiffure, c'est pas sa vie, mais je pense qu'elle y met un tout petit peu de façon cachée, un peu de sa vie. Donc c'est intéressant comment la création est toujours un peu mystérieuse, c'est un mélange de nous, de choses qui nous intéressent, de choses qu'on invente et qu'on imagine, et c'est toujours un peu secret et magique.
Oui, pour Retour à Séoul, c'était également un peu inspiré d'une de vos connaissances, c'est ça? Absolument, mon dernier film qui s'appelle Retour à Séoul, c'est un film que j'ai tourné en Corée du Sud en 2021. Et toute l'histoire, pratiquement toute l'histoire est venue d'une amie à moi qui a vécu ça, qui est née en Corée, qui est partie en France, adoptée par des parents français. J'ai étudié avec elle en école de commerce en fait en France. Donc on était assis ensemble en cours de chinois en 2004 et 2005. Et ensemble, on est allé en Corée et j'ai rencontré avec elle son père biologique coréen, en tout cas la 3e fois où elle le rencontrait. Et ça m'a inspiré, donc je lui ai posé plein de questions. Elle m'a écrit des documents dans lesquels elle m'a raconté un peu son histoire. Et ensuite, j'ai mélangé ça avec l'histoire d'autres personnes que j'ai rencontrées, mon histoire personnelle aussi avec le Cambodge qui est très différente. Mais comme je l'ai expliqué, je suis arrivé au Cambodge à l'âge de 25 ans, là où mon ami est retourné en Corée pour la première fois à l'âge de 25 ans. Et c'est le début du film, quand l'héroïne de Retour à Séoul, Freddy, retourne en Corée à 25 ans. Donc en fait, comme je disais, c'est un peu mystérieux et magique. Le processus créatif, c'est de mélanger un peu toutes ces choses-là. Et puis à la fin, le spectateur, quand il regarde le film, il n'a aucune idée de savoir d'où vient l'histoire. Il regarde juste l'histoire et il la prend comme telle. Plus tôt, on mentionnait les ateliers de cinéma réalisés dans 4 écoles de la capitale. C'est vrai qu'à l'Institut français du Cambodge, on a travaillé avec l'école de cinéma de PSE pour instruire d'enfants. Est-ce que vous continuez justement à être en lien avec ou des ONG ou des écoles, enfin voilà, avec la jeunesse qui souhaite se former à ce type de métier? Oui, j'essaye. On ne peut pas tout faire non plus parce qu'on est occupé et il y a de plus en plus de projets. Mais PSE, j'avais toujours, moi, des jeunes de PSE ou des jeunes de l'école de cinéma qui travaillaient sur nos projets. C'était le cas sur tous mes projets, en fait. Et on continue vachement à avoir cette relation-là. Et moi, ça m'arrive régulièrement de venir faire des cours à PSE. Alors, pas en tant que prof permanent, mais je viens faire des sections un peu exceptionnelles. Et je prends toujours beaucoup de plaisir à faire ça. Pas juste pour donner, mais parce que tu reçois aussi beaucoup au contact des jeunes, d'écouter un peu leurs questions, leurs préoccupations. Pour moi, c'est toujours un échange vachement fructifiant. Et le rapport à la jeunesse, au-delà de la relation que je peux avoir avec PSE, oui, j'essaie de l'avoir. Je fais un ciné-club un peu marginal dans ma société parce qu'on montre des films sans autorisation, donc c'est pas complètement légal, donc il n'y a pas de publication. Mais j'essaie autant que faire se peut d'avoir des jeunes qui viennent voir ces films-là parce que pour moi, ça reste le b.a.-ba de comment devenir cinéaste ou voire même comment avoir envie de devenir cinéaste, c'est de voir des films, d'être intéressé. C'est comment je continue de faire à mon échelle ce que je faisais depuis toujours. Ça veut dire aussi essayer de donner un peu la passion de ces films-là. Pas juste les films mainstream, mais ma mission, s'il y en a une, c'est aussi de montrer à des gens, notamment des jeunes, que d'autres formes de cinéma existent et leur montrer qu'on peut les regarder et on peut les aimer. Et en parlant de ces interactions donc avec cette jeunesse, est-ce que, parce que je sais qu'il y a des cours de français par exemple chez PSE, est-ce que vous pensez que le français est une langue importante pour évoluer dans ce domaine en lien avec la filmographie de certains réalisateurs ou de certains acteurs? Est-ce que vous pensez que c'est important ou pas? Je dirais que c'est pas essentiel au sens où aujourd'hui les gens ils veulent surtout parler anglais parce que c'est la langue que tous les gens vont parler s'il y a jamais des tournages internationaux et si jamais eux veulent étudier le cinéma à l'étranger, l'anglais va leur être un peu plus utile. Mais en fait, je vois plusieurs intérêts si jamais les gens parlaient français. La première, c'est d'avoir un rapport avec le cinéma français, parce que le cinéma français a une très longue histoire, c'est un cinéma extrêmement riche, mais quand je fais l'expérience de le montrer parfois à des jeunes, ça peut être un peu parfois compliqué, parce que c'est un cinéma aussi très bavard, qui parle beaucoup. Et donc du coup, si on ne parle pas la langue française, on va être accroché aux sous-titres qui vont très vite, parce que si c'est des acteurs qui parlent très vite, avec une langue un peu sophistiquée, on va être un peu largué et on va facilement abandonner. Donc du coup, parler un peu le français va permettre d'avoir cette relation avec le cinéma français qui est un cinéma formidable. Deuxièmement, alors ça c'est plus spécifique, c'est qu'en fait la France et le Cambodge ont une relation historique longue et du coup avec cette histoire particulière, il y a eu pas mal dans l'histoire de cinéastes français qui sont venus faire des films au Cambodge avec des acteurs français. Dans ce cas-là, c'est des productions françaises qui viennent avec pas mal de techniciens français. Moi, j'ai travaillé sur un film comme ça qui s'appelle Onoda d'Arthur Harari où il y avait pas mal de Français ou de francophones parce qu'il y avait aussi des Belges. Dans ces cas-là, on travaille avec des Cambodgiens, des jeunes Cambodgiens qui travaillent à plusieurs postes du film, beaucoup de Cambodgiens même, pas que des jeunes d'ailleurs. Et si dans ces cas-là, les techniciens cambodgiens de cinéma parlent un peu le français, ça va être un atout très important pour eux puisqu'ils ont des chances d'être recrutés par ces films-là parce que ça va vachement les arranger côté production française de pouvoir avoir des recrues cambodgiennes qui parlent français. Et justement, quel conseil donneriez-vous à un jeune Cambodgien qui souhaite se lancer dans le domaine? J'en ai deux, ça déroge pas, c'est toujours les mêmes. C'est de voir des films, d'avoir la curiosité de découvrir des films par soi-même, pas juste de voir qu'est-ce qu'il y a au cinéma, de
de voir juste ce qu'on nous sert, mais d'avoir la curiosité. Aujourd'hui, avec Internet, on peut absolument tout voir. Donc avoir la curiosité de lire, de découvrir d'autres films qu'on ne connaîtrait pas, d'autres cinématographies, d'autres cinéastes, de s'intéresser aux cinéastes et pas juste aux films. Si on aime un film, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un derrière qui est un cinéaste, un réalisateur, quel est son nom, et de s'intéresser au film qu'il a fait. Et ensuite d'être dans l'action. Ça veut dire aujourd'hui, avec les caméras, les petites caméras, on peut faire des films, donc de faire le plus en plus de choses par soi-même, de trouver des amis avec qui on peut faire des films, parce que c'est l'aventure d'être dans l'action et dans la fabrication qui va nous faire apprendre beaucoup de choses. Les étudiants vous remercient pour ces conseils. Avec plaisir. Et on voulait savoir également quels sont vos projets pour l'avenir. Est-ce que vous avez un long métrage en cours ou pas? Oui, bien sûr, toujours. J'écris en ce moment un film, je pense à plusieurs autres, et je produis aussi, donc, comme je l'ai déjà dit, des films d'autres cinéastes. Et comme là, je viens de finir un projet, c'est toujours un peu particulier quand on a fini un projet de se lancer dans d'autres. Mais ça me donne aussi de l'énergie pour aussi accompagner les réalisateurs avec qui je travaille, de leur donner un petit coup de boost pour qu'eux avancent aussi sur leur projet d'écriture. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement David Chou d'avoir accepté notre invitation. Je tiens également à remercier Anna Godish, Cyrielle Polo et Kanya Won pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.